les bienvenus à ce rendez-vous d'information, le sommaire de ce journal. Rencontre ce jeudi au palais présidentiel. L'un des candidats à l'élection présidentielle, Kwadio Okonan-Bertin, était reçu par le chef de l'État. Ensemble, ils ont tiré les leçons des derniers événements et s'engagent pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Rencontre sportive, la Côte d'Ivoire rencontrait Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Les éléphants l'ont emporté sur l'équipe adverse. Le score pour ce match s'est joué à 1 point, 2 buts à 1. C'est le score du match. Le Ghana en deuil, l'ancien président Jerry John Rawlings est décédé ce jeudi 12 novembre au matin. Il avait dirigé le Ghana d'une main de fer de 1981 à 2001 et faisait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Bienvenue dans ce 23h. Nous débutons par ces messages de félicitations adressés aux vainqueurs de la présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Débutons par ce message du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le gouvernement et le peuple sud-africain adressent leurs chaleureuses félicitations au président Alassane Ouattara. La bonne conduite de ces élections est un gage de succès pour la démocratie sur le continent africain. Également, message de félicitations du président gambien Adama Barrow qui adresse ses chaleureuses félicitations au président Alassane Ouattara pour son élection et ses meilleurs vœux au président Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle est terminée, l'heure est au bilan. Le candidat indépendant à la présidentielle, Kwadio Okonan-Bertin, a été reçu au palais présidentiel par le vainqueur de l'élection, le président de la République Alassane Ouattara. Les deux hommes qui ont en commun le désir de préserver la paix en Côte d'Ivoire ont, lors de cette rencontre, tiré les leçons de ce scrutin. Jérôme Kofi Aboula. Okonan Kwadio-Bertin dit Kakabé chez le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais de la présidence. L'un des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020 estime qu'après la bataille des urnes, il est important que l'on trouve le temps d'en tirer les leçons et Kakabé de se féliciter que le chef de l'État, fidèle à ses principes de toujours œuvrer pour la paix, soit disposé à le recevoir dans cette optique. La politique est un art qui s'exerce avec élégance. Avec élégance. C'est aussi un jeu. Et il n'y a pas de jeu au monde qui se solde par deux vainqueurs. Un match de football oppose toujours deux équipes à la fin des 90 minutes ou 120 minutes. Forcément, c'est une seule qui gagne. C'est ce que je veux que les jeunes de notre génération retiennent, et ceux de demain, que la démocratie ou la politique, ce n'est pas la guerre. J'ai appelé pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin, mais beaucoup plus parce que j'ai écouté son message à la nation. Comme disait un autre avant lui, le bon temps était au rendez-vous de ce message. Sauf si je me trompe, j'ai eu ce sentiment que le chef de l'État est disposé à aller au dialogue, à aller à la paix. L'homme politique, le vrai, c'est celui qui sait lire les signes du temps. Les temps actuels, en tout cas les signes qu'il nous envoie, sont ceux de la paix. Il y a un temps pour la belligérance. Il y a un temps pour la bataille. Il y a un temps pour aller à la paix. Il est bon de le noter, la rencontre entre Kakabé et le président Alassane Ouattara vient juste après les échanges que le chef de l'État et son aîné Henri Konan Bédié ont eus dans le cadre d'un dialogue franc entre les deux personnalités pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
Voilà, les politiques prêts à décrisper l'atmosphère socio-politique en Côte d'Ivoire. Et dans cet élan, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu cet après-midi à la primature le leader politique du FPI, Assoua Adou. Il était accompagné de Danon Djedje. C'était une rencontre qui participe de la volonté du gouvernement de créer un climat apaisé par la participation de tous les acteurs politiques. Il faut rappeler que le ton a été donné mercredi dernier par la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Les sénateurs reprennent les sessions parlementaires et cette fois sous le sceau de la paix. À Yamoussoukro, ils ont salué la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Nous en parlons avec Kader Sogodogo. Sarah Fatiga Sako, vice-présidente du Sénat, présidente de séance, debout, tête baissée et silencieuse. Avec elle, l'ensemble des sénateurs réunis en séance plénière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est la minute de silence à la mémoire de Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un habitué des sessions du Sénat, rappelé à Dieu le 23 octobre 2020. Après cette note de tristesse, place à quelque chose de plus gai. Un standing ovation à l'honneur du président de la République Alassane Ouattara pour sa réélection à la tête de l'exécutif ivoirien. Vous l'aurez compris, c'est la rentrée des classes au Sénat après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Une séance plénière d'adoption de programme pour le reste de l'année. La paix en Côte d'Ivoire, une préoccupation pour les sénateurs qui saluent la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié. Nous au Sénat, nous sommes les sages. Donc vous savez, sage rime avec la paix. Donc nous demandons à tous nos concitoyens, surtout aux jeunes, à la jeunesse, de ne pas se sacrifier parce que l'avenir du pays appartient aux jeunes. Donc nous leur demandons de faire la paix. C'est le pays de Félix Houphouët-Boigny, la paix. Le programme de fin d'année du Sénat sera dominé par le vote du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, sera à la manœuvre. Et Kader Sogodogo nous mène à un bateau où les esprits s'activent à ramener la paix. Après plusieurs jours de violence, un comité de veille a été mis en place. Il devra assurer de façon permanente le dialogue et aussi veiller à freiner la propagation des rumeurs. C'est une stratégie de résolution de conflits instaurée dans cette localité par le général Alexandre Apalo-Touré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. On regarde. En bateau, c'est au pas de course, mais à travers une méthode efficace que le général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a multiplié les rencontres avec les guides religieux, les chefs coutumiers et les jeunes pour amener le calme dans la localité. Avec son franc-parler connu, le commandant supérieur de la gendarmerie a rappelé à chacune des parties la nécessité d'aller à la paix. Nous nous sommes chargés de vous sécuriser et de veiller à ce que vous puissiez vivre, de veiller à ce que ici en bateau, demain on trouve des gens à ma place dans quelques années en train d'assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Et pour que ça arrive, il faut que vous soyez en vie. Il ne faut pas que des gens vous trompent et vous conduisent à la mort. Quand vous allez finir de tuer 1000 de l'autre côté et qu'on a tué 100 chez vous, ça ne va pas réveiller les 100 qu'on a tués chez vous. Ça va faire du mal à la population de bateau. C'est pour cette raison qu'on vient vers vous, pour vous tranquilliser, pour vous calmer. De sorte que les rumeurs que les gens sont en train de propager volontairement pour tuer les jeunes de la République, que vous ne soyez pas piégés par ces rumeurs. Que vous ne soyez pas piégés par des gens qui ont leurs ambitions, qui ont tout déjà dans la vie. Le commandant supérieur de la gendarmerie a mis les jeunes face à leurs responsabilités. Au terme des différentes rencontres, un comité de veille présidé par le préfet du département a été mis en place pour restaurer et maintenir la confiance entre les différentes parties et surtout lutter contre les rumeurs. Conscient que rien ne peut se construire sans la paix et la sécurité, les différentes parties se sont engagées à œuvrer pour un retour au calme et au vivre ensemble. Mon général, nous vous remercions. Le message
le message très bien passé. Nous allons tirer des leçons. Nous, jeunesse de bateau, nous jeunes de bateau, nous voulons l'avenir de demain et pour nos enfants, nous nous engageons à ce qu'il y ait la paix et que la paix demeure toujours en bateau. Nous nous engageons ici devant tout le monde et vous avez également notre parole. Nous n'allons pas vous décevoir par la volonté de Dieu. C'est en chantant l'hymne national de Côte d'Ivoire, ensemble, que les jeunes d'un bateau veulent amener une autre image à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier. Celle d'une population d'un bateau réconciliée, et cela pour toujours. Les actes de violence tels qu'on en a vu ces derniers jours sont une grave atteinte des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, garant du respect de ces droits en Côte d'Ivoire, appelle à la retenue. Éric Corré. Suite aux séries de violences qu'a connues notre pays ces derniers jours, Nabizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, tape du poing sur la table. Trop, c'est trop, car les droits de l'homme sont violés de façon flagrante selon elle. C'est la raison pour laquelle le CNDH demande aux juridictions compétentes de situer les responsabilités. Les appels à la haine sur les réseaux sociaux et les agissements qui tendent à défier l'autorité de l'État exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires. Aussi, le CNDH encourage-t-il les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur ces événements à l'effet de poursuivre et de traduire devant les juridictions compétentes leurs auteurs. En outre, la présidente du Conseil national des droits de l'homme s'est inclinée devant la mémoire des disparus avant de saluer le sang-froid des forces de l'ordre. Le CNDH s'incline devant les dépouilles des personnes disparues, souhaite prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux populations affectées. Le CNDH salue le professionnalisme et l'esprit républicain des forces de défense et de sécurité dans leurs interventions face à ces événements d'une extrême gravité. Pour finir, Nabizata Sangaré a rappelé les missions de l'institution qu'elle dirige. Le CNDH assure qu'il continue de surveiller la situation générale des droits de l'homme sur l'étendue du territoire national, conformément à son mandat. Et d'autres voix s'insurgent face à ces violences. Le mouvement pour la démocratie et la justice déplore les dégâts occasionnés par les violentes manifestations. Ahmed Traoré et Astou Touré. Après la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, le mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, MDJ, se prononce. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est déroulée dans un contexte particulier. Malheureusement, nous avons assisté à des violences sans précédent, avant, pendant et après. Ce qui n'honore pas notre beau pays. Le MDJ, par cette déclaration, s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite un prompt établissement aux blessés. Le MDJ prend acte des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le MDJ demande à toutes les parties de favoriser le dialogue, la discussion, tant prônée par le père fondateur que je cite. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant la question d'amour propre. Le MDJ est un parti centriste. Il déplore les dégâts enregistrés lors des derniers événements survenus en Côte d'Ivoire. Le parti appelle les hommes politiques à prôner l'apaisement. À présent, ce communiqué du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce communiqué est lu par Éric Corré. Le gouvernement ivoirien a appris à travers un communiqué de Mme Michel, haut-commissaire des droits de l'homme, et une conférence de presse animée à Genève par M. Barbare Baloch, porte-parole Afrique, Asie et Pacifique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
que plus de 6 000 ou 8 000 Ivoiriens ont franchi les frontières du Libéria, du Ghana, pour se retrouver comme réfugiés dans ces deux pays voisins. Une telle information est loin de refléter les réalités du terrain. Les autorités ivoiriennes ont enregistré par 2911 personnes, toutes nationalités confondues, en quête de sécurité par anticipation des conséquences de potentielles violences électorales. Le 2 novembre 2020, soit 48 heures seulement après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, 289 réfugiés au Ghana sont retournés en Côte d'Ivoire, ramenant le nombre à 2622. Depuis, les mouvements de retour se poursuivent. Dans tous les cas, quelle que soit leur importance démographique, dans chaque pays d'accueil, le gouvernement ivoirien prendra les mesures idoines pour assurer leur retour en toute sécurité et dans la dignité en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 12 novembre 2020. Professeur Mariatou Koné. Nous parlons de développement. À présent, les chantiers des infrastructures routières du district d'Abidjan ont été visités par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministre Amédée Kouakou. Il s'est rendu sur les chantiers du 4e pont, celui du pont de l'Indénié et de Cocody. La crise sanitaire et le contexte sociopolitique auront occasionné une faible avancée des chantiers. C'est son constat. Plus de précisions sont données par Francis Boifo. Environ 80% du délai de livraison consommé et 25% le taux de réalisation des travaux. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier du 4e pont d'Abidjan ce jeudi. Nous avions donc le problème de la libération des emprises. Nous avons discuté avec la plupart de ceux qui doivent être déplacés. Il y a certains qui vont être payés dans ces jours qui viennent, de sorte qu'on puisse libérer les emprises pour que l'entreprise puisse valablement travailler. Plusieurs projets sont en cours de réalisation pour faciliter la mobilité des Abidjanais. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a échangé avec les responsables des entreprises chargées d'exécuter le projet de l'échangeur de l'Indénié et du 5e pont, encore appelé pont de Cocody. Globalement, on peut dire que les chantiers avancent bien. À cause de la maladie à Covid-19, nous avons pris quelques retards, mais nous avons incité les entreprises à travailler vite. Le ministre Amédée Kouakou demande aux entreprises de renforcer le dispositif mis en place pour livrer les travaux à bonne date et éviter les coûts supplémentaires liés aux différentes missions de contrôle. Et sur la grande autoroute du Nord PK24, les travaux de construction de la plateforme des gros porteurs avancent plutôt bien. Le chantier devrait être même livré d'ici décembre 2020. Le point de Lanciné Bakayoko. Terrassement achevé, structure de la chaussée en exécution, échafaudage presque ajusté pour les magasins de stockage et les bureaux. Les travaux de construction de la nouvelle plateforme logistique de gros porteurs située au PK24 de l'autoroute du Nord avancent plutôt bien. L'aménagement de ce site a un taux d'avancement de 70%. Ce site sera éclairé. En plus, il y aura de l'approvisionnement en eau potable et nous comptons finir en fin décembre 2020. Et tout est mis en œuvre pour que ce projet puisse se tenir dans le délai. Cette nouvelle infrastructure qui remplace la plateforme de Sebroco, impactée par le 4e pont, s'étend sur une superficie de 5 hectares. Le site aura une capacité d'accueil d'environ 300 camions et disposera d'un lieu de vie pour les transporteurs, notamment des espaces de repos, de restauration, de distraction et même des ateliers de matériel de rechange. Tout est mis en œuvre pour que le parc soit sécurisé avec toutes les commodités. Ce qui importe ici, c'est la qualité du service qui a été mis en place. Nous sommes très heureux d'avoir collaboré avec l'administration compétente pour que véritablement la question de la construction de cette plateforme puisse profiter à tous. L'accès au périmètre portuaire des camions sera également organisé à partir de cette plateforme. Les opérations d'empotage et de dépotage des poids lourds de l'Interland pourront par ailleurs s'effectuer dans la zone, ce qui permettra de réduire significativement les stationnements anarchiques le long des autoroutes et surtout de désengorger le domaine portuaire d'Abidjan.
Voyons à présent l'état d'avancement de la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre ce jour 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 874 échantillons prélevés, ce qui représente 3,1% de cas positifs. 26 nouvelles guérisons sont également annoncées et aucun cas de décès n'est enregistré ce 12 novembre. La Côte d'Ivoire compte ainsi 20 882 cas confirmés, parmi lesquels 20 584 personnes ont été guéries. 127 personnes sont décédées, il reste encore 171 cas actifs. Le personnel d'un hôpital se mobilise pour combler le déficit en produits sanguins en Côte d'Ivoire. Pour eux, contribuer à la résolution de ce problème rime avec une grande opération de dons de sang et vous allez le voir, il y a eu beaucoup d'engouement. C'est Sephora Zegui. Une centaine de personnes présentes à cette collecte de sang. Cet homme vient régulièrement dans ce centre faire un don. J'ai l'habitude de donner du sang, donc j'ai trouvé ça utile de passer ce matin pour faire un don de sang. Donner notre sang, c'est sauver une vie. Quand tu sais que tu as donné ton sang et que ce sang-là a pu aider à soigner quelqu'un ou à éviter la mort à quelqu'un, tu te dis, moi aussi, d'une certaine manière, je suis en quelque sorte un héros, quoi. À travers ce geste humanitaire, les initiateurs veulent répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Connaissant depuis le début de l'année, avec la pandémie Covid-19, une baisse drastique de l'approvisionnement en produits sanguins. Et nous organisons avec le Centre national de transfusion sanguine une collecte de façon régulière. Normalement, on recueille environ entre 80 et 120 poches de sang. Aujourd'hui, on a eu une implication de tout le personnel de la polyclinique Farah et on compte facilement dépasser les 150 poches de sang. 240 000 poches de sang, c'est le besoin annuel en produits sanguins de la Côte d'Ivoire. Il y a urgence, les réserves de sang sont au plus bas. Le docteur Eugène Aweleaka, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, encourage les populations à sauver des vies en faisant don de leur sang. C'est une initiative citoyenne que nous sommes venus saluer, que toute la communauté nationale se mobilise pour apporter du sang, puisque rien ne peut remplacer le sang. Il n'y a pas de médicament, il n'y a que le sang de l'homme qui peut permettre de soigner l'homme. Pour donner son sang, il suffit de répondre à quelques critères. Être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50 kilos et respecter un délai d'au moins 8 semaines entre chaque don. Et à nous de reprendre ce slogan salvateur, donner son sang, c'est sauver des vies. En religion, les fidèles de l'église Papa Nouveau ont effectué à Toukouzou aux Alem un grand pèlerinage. Ils étaient 2000 personnes réunies pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et aussi commémorer l'enlèvement de leur prophète Papa Nouveau. Le point avec Patricia Omouetia. La recherche de la paix, de la stabilité et la commémoration de l'élévation du prophète Papa Nouveau était le point d'ancrage de ce pèlerinage. De nombreux pèlerins étaient présents à Ozalem pour suivre le parcours du pèlerinage qui a pour but de rappeler les principaux enseignements du prophète Papa Nouveau. Nous avons un lac de purification qui a été établi par le prophète lui-même. Après la purification, on a une source d'eau bénite où on va pour la bénédiction et ensuite on vient dans la grande église se soumettre à notre Dieu. On va à la prière, à la chapelle et on finit au sanctuaire là où il repose pour renouveler notre alliance avec le prophète. Donc c'est un peu le parcours du pèlerin que tout le monde vient pendant cette semaine sainte prendre part. Nous sommes venus juste pour demander pardon à Dieu, pour demander à Papa Nouveau, au mois de novembre, la fête de tous les saints. Il était un saint de prier au ciel pour que le message qu'il a laissé, on puisse l'appliquer. Présent aux côtés de cette communauté, avec une délégation de pasteurs et d'imams, le directeur général des cultes est venu apporter son soutien. Selon lui, les leaders religieux constituent des vecteurs de promotion de la paix et du renforcement de la cohésion sociale. Il était tout à fait normal qu'à ce pèlerinage annuel de l'église Papa Nouveau, nous soyons présents pour marquer la présence du gouvernement et apporter donc tous les appuis nécessaires du gouvernement ivoirien à cet ordre religieux
très bien installée depuis des lustres en Côte d'Ivoire. Ozalem représente le lieu saint de l'Église. C'est le siège de l'Église Papa Nouveau. Le prophète a commencé sa mission le 1er janvier 1937 à Toukouzou. Le 28 avril 1948, il a créé le village d'Ozalem. Le 10 novembre 2001, il a été accompagné à sa dernière demeure dans ce sanctuaire qui ouvre ses portes une fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 10 novembre. C'est pourquoi, depuis sa mort en 2001, Ozalem est devenu le lieu de pèlerinage pour tous les fidèles. Certainement accompagné les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont remporté le match qui les opposait à l'équipe de Madagascar. Le score final est de 2-1. Les clichés les plus marquants de ce match sont rapportés par Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso. Gagner pour s'installer en tête du groupe K, telle était la mission des éléphants à l'heure de rencontrer l'équipe de Madagascar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Gênés considérablement par l'impact physique et tactique des Malgaches, les éléphants éprouvent des difficultés à entrer dans le match. Il faut attendre la seconde période pour voir le match se débrider. Sur un contre rapidement mené, Gervinho débloque la situation au tableau d'affichage avec l'ouverture du score. Motivés, les poulains de Patrice Baumel ne laissent pas retomber la pression. Dans la dynamique, Sébastien Haller profite d'un bon service de Gradel pour faire le break. Baptême du feu réussi pour le sociétaire de West Ham. Mais sans être souverain dans le jeu, les Malgaches parviennent à réduire la marque grâce à Paulin Voivy. Un avantage que les coéquipiers de Serge Aurier gèrent bien jusqu'à la fin de la rencontre. De un score final, mission accomplie pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui reprennent la tête du groupe K en attendant le match retour prévu le 17 novembre à Madagascar. Et cette nouvelle triste parvenue ce matin, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings est décédé ce 12 novembre. Il aura dirigé durant 20 ans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. D'abord comme chef d'un régime militaire, puis président élu. Il part à l'âge de 73 ans, nous dit Sidonie Davila. C'est une grande perte pour le Ghana et pour le continent africain. Celui dont le visage se confondait à la vie politique ghanéenne s'est éteint au moment où on s'y attendait le moins. Jerry Rawlings, à l'état civil, Jeremiah John Rawlings, est né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. On est en 1979 quand le Ghana découvre celui qui aura certainement le plus influencé son histoire contemporaine. À cette époque, il n'a que 32 ans. Il dirige le Ghana en 1979 et de 1981 à 2001. Ancien lieutenant de l'armée de l'air ghanéenne, il participe pour la première fois à un coup d'État militaire en mai 1979. Sa tentative échoue, il est arrêté puis libéré quelques semaines plus tard par un groupe d'officiers. Il organisera un nouveau putsch en juin suivant qui renversera le régime de Fred Akufo et le portera à la tête du pays. En septembre de la même année, Rawlings rend le pouvoir aux civils et Ayla Liman devient président. Mais quelques années plus tard, en décembre 1981, Rawlings reprend à nouveau les armes. Il renverse le régime de Lyman qu'il estime corrompu et prend la direction du Conseil provisoire de la Défense nationale. Durant sa gestion, Rawlings adopte une politique économique conservatrice éditée par le FMI et la Banque mondiale qui portera ses fruits sur l'économie ghanéenne. Elle affiche au début des années 1990 l'un des taux de croissance les plus élevés d'Afrique. Rawlings est élu président en 1992 et réélu en 1996. Il se retire en 2001, cédant la présidence à John Kufuor. Jerry Rawlings, âgé de 73 ans, a tiré sa révérence à l'hôpital de Korle-Bu dans la nuit du mercredi au jeudi, soit un mois après le décès de sa mère. Voilà, c'est sur ce portrait de cette grande figure révolutionnaire africaine que nous terminons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.